Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Eh bien, nous recevons aujourd'hui, pour cette émission Élémentaire, mon cher Nico, nous recevons Objectif Air, l'association Objectif Air qui est née il y a peu de temps et nous recevons aujourd'hui sa présidente Claire Pitola. Bonjour Claire. Bonjour. Et nous recevons Éric Deroutot, qui Bonjour. est membre et trésorier de l'association. Bonjour. Claire, quelques mots sur vous et quelques mots également sur Objectif Air, mots pour la présidente. Alors d'abord, je suis ravie de revenir sur Élémentaire. J'étais venue lors du projet de loi Élan en tant que députée, puisque j'avais porté un certain nombre d'amendements sur la ventilation. Et là, je suis ravie de revenir en tant que présidente de l'association Objectif Air, qu'on a montée avec des acteurs assez pluridisciplinaires sur le sujet, pour avoir une approche décloisonnée de la politique de l'air et agir en premier sur nos enfants, sur l'air qu'ils respirent. Et donc, je suis ravie de pouvoir aujourd'hui vous exposer les différents champs sur lesquels on va s'atteler, notamment autour de la surveillance de l'air dans les écoles. Écoutez, c'est nous qui sommes aussi ravis de vous accueillir. Comme je le dis toujours, Élémentaire, c'est la seule émission dont les portes sont toujours grandes ouvertes pour accueillir tous ceux qui viennent parler de l'air et de les accueillir pour plusieurs fois, parce qu'on voit une progression dans cette, je dirais, dans cette amélioration de la qualité de l'air. J'en parlais au début de l'émission. Éric, quelques mots sur vous. Alors, donc bonjour à tous. Moi, je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui. Pour moi, c'est la première fois. Éric Deroutot, je suis directeur général d'une société qui s'appelle Grise et qui est un bureau d'études d'ingénierie sanitaire lié à la qualité d'air, de la qualité de l'air et de l'eau. Et on intervient bien évidemment dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les écoles. Alors justement, on va rester un petit peu sur la technique et sur Objectif Air. Alors, d'où cette idée d'Objectif Air? Alors, on comprend bien l'objectif, la volonté de prendre les sujets à bras-le-corps et de les porter et de les faire progresser. Mais d'où est venue cette idée et qui vous a rejoint ou qui est à l'origine? Je pense qu'il y a tous les deux, évidemment, vous n'êtes pas tout seul. Oui, on est plusieurs. On a des chercheurs, on a des personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, on a du coup des acteurs institutionnels, des acteurs économiques. En fait, moi, ça fait 4 ans que je travaille les sujets de la législation autour de l'air et des politiques publiques autour de l'air, notamment dans le plan santé-environnement. Et ce que je vois à chaque fois, la difficulté, elle réside dans le fait de faire appliquer les solutions sur le terrain. En fait, il y a un foisonnement d'acteurs qui ont des solutions. On a des budgets qui sont régulièrement débloqués. Récemment, on peut citer le budget du ministère de l'Éducation nationale de 20 millions d'euros pour équiper les écoles de capteurs de CO2. Donc, on a des moyens qui sont déployés, mais ils ne sont pas coordonnés. Et finalement, ils n'aboutissent pas. Et on a toujours nos salles de classe qui sont saturées en CO2. On a toujours des perturbateurs endocriniens qui se diffusent dans l'air parce qu'on nettoie les locaux des écoles juste avant que les enfants arrivent, sans aérer. On a toujours ces choses qui n'avancent pas, alors que ça fait bien longtemps qu'on sait qu'on doit baisser les polluants et on doit aérer et ventiler. Et on n'arrive pas à mettre ces choses simples en œuvre. Donc, l'idée d'Objectif Air, c'est de rassembler toutes les compétences et de pouvoir coordonner et apporter une expertise coordonnée sur les territoires. Alors justement cet appui... Ah, il y a quelque chose qui résonne. Oui, donc justement cet appui est important puisque moi j'ai assisté à un échange il y a quelque temps d'une personne qui était de l'Éducation nationale, une professeure, et qui disait mais à quand les capteurs? Mais en fin de compte, elle ne savait pas qu'il y avait ces 20 millions d'euros qui ont été débloqués pour qu'elle ait quelque chose rapidement. Et justement, chaque collectivité locale, puisque c'est à elle que revient cette action, de les faire venir pour pouvoir mesurer ce qui se passe dans les écoles et d'aérer convenablement. Et efficacement. D'ailleurs, on pourrait, vous parliez des produits d'entretien. Claire, justement, on nettoie les salles de classe avant que les élèves rentrent le matin. Il y a un taux qui est assez fort. Est-ce qu'à un moment donné, il y a peut-être des démarches toutes simples qui diraient, il faut peut-être entretenir la veille de manière à ce qu'il y ait déjà une dilution qui soit opérée de manière plus efficace. Là, je vais donner la parole sur ce point et d'autres solutions qui approchent au niveau technique. À vous, Éric. Alors oui, effectivement, il y a des mesures toutes simples qui peuvent être mises en œuvre. Celle que vous venez d'évoquer était évidente, de pouvoir faire le nettoyage la veille, ce qui donnerait en plus l'intérêt de ne pas perdre en énergie, puisque bien évidemment, on ne perdrait pas en chauffage le matin. Donc effectivement, il y a des mesures toutes simples. Et
Du bon sens. L'idée est complètement de bon sens, hein. Donc, comme l'usage des produits de nettoyage qui ne soient pas non plus trop nocifs pour l'être humain. Et effectivement, le sujet revient aujourd'hui sur les capteurs de CO2 et de savoir ce que l'on veut en mesurer. Mais bien évidemment, ce qui manque, pour reprendre ce que disait un petit peu Claire, c'est que c'est du rôle de la collectivité d'acheter des capteurs CO2. Par contre, il faut clairement les aider pour choisir ce capteur. Et une fois qu'on a ce capteur et qu'il soit mis en place, il faut aussi bien identifier qu'est-ce qu'on veut mesurer et à quoi représente cette mesure. Et ça, c'est un sujet très, très important. Alors, ces capteurs, justement, de CO2, juste pour rappel, en quoi de mesurer le CO2 pour agir nous permet de faire quelque chose de bien? Qu'est-ce qu'on fait en surveillance au CO2, justement? Du coup, la parole, je me lance sur un début de réponse et notre expert économique complétera. En fait, le CO2, c'est ce qu'on exhale quand on respire. Donc, on exhale du CO2. Et plus on est nombreux dans une pièce, plus il va y avoir de CO2 dans cette pièce. C'est-à-dire qu'à un moment, l'aération ne va pas suffire pour faire baisser la quantité de CO2 qu'on exhale. C'est là où on peut rajouter des ventilations avec un certain débit. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 80% des écoles n'ont pas de ventilation. Donc, il n'y a que le fait d'ouvrir les fenêtres qui permet de faire évacuer ce CO2. Et le CO2, donc, ça mesure quelque part le confinement d'un espace, à quel point... Le CO2 en lui-même n'est pas un polluant. Et le CO2, il devient nocif quand il est trop en proportion trop importante. Quand on a un air qui est saturé en CO2, on a en premier lieu des somnolences des enfants. Ensuite, on peut avoir des nausées, on peut avoir des maux de tête. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est plus propice à leur apprentissage. Et il y a des études qui montrent aujourd'hui qu'en 15 minutes, dans la plupart des écoles en France, l'air est saturé en CO2. C'est-à-dire que vous faites rentrer les élèves et au bout de 15 minutes, ils ne sont plus dans des conditions d'apprentissage. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est important pour le Covid de ne pas être confiné, mais en fait, ça a toujours été important pour l'apprentissage des enfants, pour qu'ils soient dans des bonnes conditions pour apprendre. Donc, il est grand temps qu'on puisse agir sur le terrain là-dessus. J'ai souvenir d'une étude qui a été faite au Canada il y a maintenant quelques années où on parlait de facilité cognitive, enfin, ou de faculté cognitive améliorée de 85%. À partir du moment où on agit sur le CO2 pour l'apprentissage. Et on sait, Dieu sait que si l'apprentissage nous permet d'acquérir les bons réflexes. Et le réflexe, ça va être aussi l'objectif R de ce réflexe comme notre respiration. Alors, objectif R, association naissante, en déploiement, quels vont être les différents objectifs d'objectif R? C'est redondant, mais ça rentre dans je dirais dans l'histoire de l'association. Qu'est-ce qui va se passer? L'association est créée maintenant. Quels sont les travaux en cours? Les travaux en cours, déjà, c'est de pouvoir faire des mesures, d'utiliser l'air comme outil pédagogique dans les écoles. Donc, on échange avec un certain nombre d'acteurs qui nous permettent à la fois de monter une solution d'un capteur en fait qui va devenir vraiment un outil de science participative au sein de la classe. C'est-à-dire que les élèves vont pouvoir monter le capteur, ils vont pouvoir le coder, faire donc à la fois du montage de la techno, mais à la fois du numérique. Et puis, ils vont faire des mesures d'air, faire des mesures de polluants, de CO2, mais on peut avoir d'autres mesures. Et donc, quelque part, recueillir des données et commencer à s'initier à la science et à voir à voir comment ça se passe. Et ensuite, pourquoi pas les embarquer avec eux dans différentes situations. Et donc, on essaie d'intégrer finalement une solution qui permette de porter cet outil par les enseignants, de répondre à un enjeu du programme pédagogique et aussi de faire en sorte que ces données remontent pour remplir la loi sur la surveillance de la qualité de l'air dans les écoles. On a quand même une compliquée. On a tous le droit de respirer un air. Et ça fait aussi partie de la loi. Notamment, alors ces capteurs, ça c'est vraiment une belle chose. Moi, ce que je retiens et ce que j'apprécie énormément, c'est que les enfants, notre avenir, nos enfants sont notre avenir, on leur donne les moyens de s'approprier complètement le sujet.
Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On leur dit pas, vous allez vous regardez un petit peu ce qui va se passer, puis il faut faire mieux. Non, vous prenez le capteur, vous apprenez comment il fonctionne, à le monter et ce qu'il va en être. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, on parle du capteur de CO2, là je vais me tourner vers Eric pour de la technique un petit peu plus loin. Ce capteur de CO2, en quoi, on le disait tout à l'heure, pas n'importe quel capteur, hein, puisqu'il doit avoir de la fiabilité, de la durabilité. Quels sont les points pour lequel il faut être vigilant qu'on ait les bons capteurs finalement? Alors en fait, ce qui est très important quand on va faire de la mesure, c'est justement d'avoir une source fiable et qui soit répétable dans le temps. Et avec une précision assez forte, on n'est pas forcément sur un besoin de précision très très fort, mais au moins sur une répétabilité et puis sur une réactivité et une certitude de l'information. Et en fait, donc du coup, effectivement, les capteurs que l'on a choisis nous permettent effectivement de pouvoir donner cette appréciation pour un coût qui reste aussi tout à fait raisonnable dans le cadre de cet apprentissage. Mais en fait, pour compléter en fait ce que disait Claire, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi embarquer le corpus enseignant, c'est-à-dire dans cette réflexion, et de pouvoir effectivement utiliser l'outil capteur, quelque part peut-être depuis le CP où on va commencer à parler de photosynthèse, jusqu'à sur une logique de plus de technologique et ainsi de suite. Et effectivement, l'apprentissage de cette donnée doit nous permettre de pouvoir faire évoluer les choses. Alors bien évidemment, le CO2 est un facteur extrêmement important, que ce soit par rapport au Covid, que ce soit par rapport à cette notion de confinement, ou plus exactement de renouvellement d'air, comme le disait Claire. Mais bien évidemment, on ne s'interdit pas de pouvoir aller aussi mesurer d'autres polluants qui sont eux nocifs aussi pour, je pense notamment au COV, hein, aux composés organiques volatiles, et qui nous permettent en fait, qui eux ont directement une incidence sur la santé, tout comme les poussières. Et avec des moyens évidemment d'agir, hein, puisqu'on vous parlait des COV, et là on va sûrement se dire peut-être quand on utilise des feutres à l'école, ça va faire agiter un petit peu les capteurs si on en arrive là. Donc il va falloir aussi que tous ceux qui sont dans la chaîne, hein, on va parler de l'analyse de cycle de vie finalement, tout ce qui va devoir être utilisé va devoir être pensé, réfléchi et choisi en fonction du caractère du bien-être, hein, puisqu'on va pas laisser nos enfants avoir, comme on le voit à l'heure actuelle, je dirais, des affections respiratoires telles que l'asthme qui sont de plus en plus grandes et pour lesquelles, on parlait tout à l'heure des particules, sont extrêmement fortes. Au niveau de ces capteurs, peut-être une question qui est extrêmement d'actualité, on entend parler de partout qu'il y a un problème d'approvisionnement en termes de pièces électroniques. Bien sûr. Est-ce que ces capteurs sont, par la nature des matériaux ou matériels qui sont utilisés, à l'heure actuelle, est-ce qu'on sait s'ils sont impactés ou finalement ils sont sur des typologies de conception qui permettent à l'heure actuelle de se dire effectivement c'est pas difficile d'en avoir? Pour nous répondre, Eric, peut-être? Alors je vais prendre la main cette fois-ci. En fait, les capteurs, c'est justement tout le travail qui nous intéresse. Ils ont en fait deux volontés très fortes. Un, de ne pas vouloir coûter cher, donc essayer de trouver des composants qui soient le plus commun entre guillemets dans l'approvisionnement, et ce qui nous permet effectivement de se dire aujourd'hui qu'on peut essayer de ne pas faire ne pas avoir trop subir cette crise de pénurie de composants que tout système aujourd'hui subit. Mais évidemment, on essaye, mais comme encore une fois, comme le sujet principal le sujet principal, c'est de faire prendre conscience. Donc on est vraiment sur un sujet et prendre conscience, donc ça veut dire massifier un maximum, et tout en mettant en même temps sur une mesure qui est fiable, mais qui ne soit pas non plus ultra précise. Et ce qui nous permet en fait de trouver des composants qui, somme toute, se trouvent assez facilement sur le commerce. Mais effectivement, si on est sur une possibilité de massification très forte, et ben effectivement, on aura nécessairement peut-être quelques difficultés.
Alors, au niveau de ces capteurs, on parlait que les enfants apprennent à les concevoir, s'approprier la technique, s'approprier la mesure finalement, s'approprier leur vie quelque part, hein, une partie de ce qu'ils ont besoin. Est-ce que en réfléchissant tout haut, est-ce que ce sont les capteurs que les enfants pourront avoir et ramener chez eux pour, en plus de vérifier ce qui se passe à l'école, vont vérifier aussi ce qu'il y a chez eux? Est-ce que c'est le but également? Ce serait bien. Après, c'est aux enseignants de voir un peu, et puis aux communes de voir ce qu'elles pourront fournir comme capteurs, enfin commander. Mais bien sûr, en fait, s'ils les emportent aussi sur leur trajet pour aller de l'école jusqu'à la maison, ils peuvent choisir un trajet où ils vont être moins exposés à la pollution. C'est tout à fait. Les simuler, on voit bien aussi que depuis des années où le corps enseignant ou l'école au global prend en main, je dirais, tous ces sujets, on voit que nos enfants sont plus tournés vers l'environnement qu'on l'a pu être nous à notre génération de passer sur les bancs de l'école, et on voit que ça je dirais, c'est assez marquant, et on entend les enfants dire bah attends, non, tu te trompes de poubelle là, te mets pas n'importe où pour un détritus. Donc ça peut être aussi une belle voie de se dire, bah non, on fait pas n'importe quoi à la maison parce qu'il y a besoin. Et nous, on sait, on fait déjà attention au niveau de l'école. L'émission passe très vite. Le petit mot de la fin, ça va venir. Donc, un petit mot peut-être encore sur des objectifs, Eric, et puis ce sera le mot pour clore avec Claire, bien entendu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de recherche en cours, ou peut-être d'avoir de nouveaux acteurs avec vous? Oui, alors en fait, effectivement, donc comme le disait Claire en début de l'émission, donc l'association est totalement naissante aujourd'hui, donc on va pouvoir effectivement œuvrer par rapport à ce que l'on veut faire au travers donc de cet outil qui est un premier projet pédagogique. Et évidemment, l'intérêt, c'est pas forcément de se cantonner une fois à l'école, mais effectivement de pouvoir l'orienter après sur tout type de bâtiment, puisqu'en fait, il y a le sujet des tertiaires, le sujet des bureaux, qui sont aussi un sujet très important. Le sujet du logement peut-être aussi. Et le sujet du logement, et bien évidemment, j'y arrivais. Et en fait, c'est tout l'intérêt en fait de ce type de capteur, parce que évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir permettre à l'enfant de porter ce message dans les familles, au sein du cœur même de son habitation, pour que justement on puisse ouvrir et quelque part agrandir un peu la zone de convergence en fait des personnes en fait, et que justement les adultes que nous sommes prennent conscience de ce que l'on vit aussi bien dans son bureau que dans son habitation. Donc une implication globale, puisqu'on ne peut pas penser maintenant dans notre coin, on est obligé de raisonner à l'ensemble des systèmes, et également c'est une association qui a une consonance nationale. Claire. Absolument. Le mot de la fin pour Claire, parce qu'il y a tellement de choses à dire évidemment. Moi je dis bravo, joyeuse croissance à Objectif R. Pour vous, Claire, les prochaines étapes? Déjà, c'est de dire qu'en créant cette association, on vise à répondre à une attente qui est de plus en plus forte dans l'opinion publique. Il y a une vraie volonté, en tout cas, de savoir ce que chacun respire, et d'avoir des outils en fait pour agir soi-même. Le but, c'est quand même aussi d'encapaciter les gens, de faire de l'empowerment, parce que on est quand même souvent dans des grandes politiques publiques où le citoyen se retrouve un peu à ne pas savoir comment agir. Donc là, en donnant de l'information, de la donnée, on donne la capacité d'agir aux citoyens. Dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres champs sur lesquels agir. En premier lieu, les enfants, parce qu'il faut qu'on arrête de les culpabiliser avec le climat. Donc, encore une fois, leur donner des outils de compréhension, c'est important. On leur donne des outils, ils auront des solutions à trouver, mais on leur donne des outils, on les accompagne. L'air, c'est local, c'est une façon de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, et d'agir aussi sur le climat. Si on coordonne ça, on aura une action sur le climat. Donc, c'est une manière rapide de comprendre les enjeux et de pouvoir agir. Et moi, personnellement, à Marseille, bien sûr que je veux m'atteler au sujet de la pollution des émissions du port. Donc, oui, il y a d'autres sujets à tenir. Il y a un petit travail sur les émissions du port, mais il y a gros sujets à tous les niveaux. En tous les cas, moi,
par rapport à, je dirais, l'émission élémentaire, je suis toujours ravi de recevoir des nouveaux invités. Eric, vous êtes à nouveau le bienvenu sur l'émission. Claire, grand plaisir de se retrouver à nouveau. On n'oublie pas, Objectif Air, association nationale pour suivre la qualité de l'air dans nos établissements scolaires, d'aider à faire connaître, comprendre de manière pédagogique pour agir. Et puis, pour retrouver Objectif Air, un site internet peut-être ? Oui, www.objectif-r.org. Alors, respirons en grand. Claire, merci beaucoup encore d'avoir été parmi nous. Eric, merci à vous. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs d'Element Air, à très bientôt, dans 2 semaines, jeudi, 9h du matin, comme d'habitude, sur radio-imo.fr. Et c'est pour bien respirer, c'est Element Air. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.